Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission Invité de l'écho, l'émission qui vous permet de comprendre tout le fait lié à l'économie. Lorsqu'on parle économie, on voit les activités de production, transformation, commercialisation et consommation de biens et services. Aujourd'hui, donc dans ces nouveaux numéros, nous allons nous intéresser sur ce qu'on appelle l'éducation financière et les activités boursières. Comme on veut donc comprendre c'est quoi l'éducation financière, comment on peut intégrer cela dans l'esprit de Congolais et quelle est la situation actuelle des activités boursières en République démocratique du Congo. Est-ce qu'elle existe en RDC et que faut-il faire pour les développer dans notre pays? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le réel plaisir de recevoir un trader indépendant. Il s'agit bien de M. Tony Pene Oleka Liwanga, que je salue. Salut M. Tony. Bonjour, bonjour. Et c'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Vous portez une identité que peu de gens ignorent, trader indépendant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on peut bien entendre par trader? Un trader, c'est celui qui va simplement faire de la spéculation sur les marchés financiers. Donc il y a deux solutions en trading. Soit on va spéculer la baisse d'un actif, ou soit spéculer la hausse d'un actif. C'est un des deux. C'est pour ça qu'on dit en trading, soit on achète, soit on vend. C'est un des deux. Mais comme je venais de l'annoncer, on parle de l'éducation financière et on a toujours, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que les Congolais n'ont pas l'éducation financière, ne sont pas éduqués sur le plan financier. Vous allez voir même dans les écoles, on parle moins de tout ce qui est trait à l'économie, donc l'épargne, les activités économiques, donc l'épargne et le finance également. Qu'est-ce qu'on peut bien entendre par ces concepts? Je pense simplement que beaucoup de Congolais en fait n'ont pas accès à l'éducation financière parce que simplement on ne leur a pas appris. Et notre pays a encore beaucoup de mal à bien concevoir ce que c'est en réalité l'éducation financière. Tout ceci se résume à, comme j'ai toujours, comprendre tous les aspects en fait de l'argent. On le voit dans notre pays à nous. La population a tendance à voir l'argent simplement comme étant un outil de dépense. Et d'ailleurs, on voit que notre société c'est une société de consommation, par incitation, je dis bien par incitation. Alors qu'en fait notre pays pourrait très bien être un pays de production. Et à partir du moment où nos jeunes parviennent à comprendre tous les aspects de l'argent, naturellement on pourra beaucoup mieux savoir comment créer aussi de l'argent. Oui, mais que dites-vous lorsqu'on considère qu'une conception plus large étant l'éducation financière à l'ensemble de consommateurs, de la population et non pas au sens de consommateurs et investisseurs et qu'elle inclut beaucoup plus une dimension culturelle? C'est comme je dis, le problème c'est l'accès à l'information. C'est que, ça renvoie encore à ce que j'ai dit, c'est que à partir du moment où on vit dans une société dans laquelle où on a normalisé le fait de mendier, naturellement tout ce qui va avoir à voir avec la production de l'argent, comment créer une certaine liberté financière, disparaît naturellement de la tête de nos enfants. Nos enfants trouvent tout à fait naturel dès le bas âge de demander de l'argent dans les rues, mais ils ne se demandent pas comment on produit l'argent. Donc ça prouve que justement que nos citoyens ne savent pas comment on fait de l'argent. Alors que faire l'argent, ça s'apprend, tout simplement. Alors, quelles sont les personnes ou les populations concernées par l'éducation financière? Les personnes concernées sont des enfants qui ont minimum 12 ans. Naturellement, ceux qui sont en dessous, on ne peut pas les prendre parce qu'ils sont censés être encore, on va dire, à l'école primaire. Mais à partir de 12 ans, comme on voit beaucoup d'enfants sont déjà en train de travailler dans les rues, donc on peut dire à partir de 12 ans, ils font partie du segment qui sont visés dans l'éducation financière. Dans 12 ans et plus. 12 ans et plus. Et comment gérer, anticiper les finances pour être capable de prendre des décisions éclairées en vue de réaliser de projets? Il faut, premièrement, comme je dis, c'est qu'à partir du moment où on a la connaissance sur ce que c'est l'éducation financière et qu'on connaît tous les aspects de l'argent, naturellement, on développe ce qu'on appelle une discipline face à l'argent. Une personne qui n'a pas vraiment la connaissance sur tous les aspects de l'argent, naturellement, va développer ce qu'on appelle une indiscipline face à l'argent. Naturellement, indiscipline, ça fait que tu ne pourras pas atteindre tes objectifs sur le court voire long terme pour décrocher une liberté financière. Mais comment avoir cette discipline? Qu'est-ce qu'il faut? Justement, c'est pour ça que je disais là tantôt qu'il faut sortir en fait de la case de se dire que l'argent est juste un outil de dépense. Des dépenses. L'argent, en fait, à la base, c'est un outil qui permet à emmener vers d'autres objectifs. Donc, c'est d'abord un investissement. Et le premier investissement que nous devons faire sur nous-mêmes, c'est quoi? C'est d'abord investir sur soi-même pour justement comprendre
quels sont les outils qui permettent à ce que je puisse transformer $1 en $10 ou 10 francs congolais en 100 francs congolais. Donc ça, il faut une éducation financière. Évidemment. Mais pour les économistes, économiser et emprunter sont deux solutions quand il s'agit de faire une dépense. Et qu'on n'a pas assez, quand on n'a pas assez d'argent. Que pensez-vous de ces... Alors, économiser, en fait, bon, ça dépend. Quand on économise sur du très court terme, je dis bien très court terme, disons 2 ans maximum, c'est acceptable. Pourquoi je dis 2 ans c'est acceptable? Parce que quand on dépasse les 2 ans, nous savons tous que l'argent, la valeur de l'argent, on peut prendre l'euro, le dollar ou quoi, n'est jamais stable de manière indéterminée. Il suffit, étant donné que le franc congolais est corrélé avec le dollar américain, on va prendre l'exemple du dollar américain. Actuellement, les États-Unis ils sont dans ce qu'on appelle la phase d'inflation. Alors, pour lutter contre l'inflation, la Banque centrale américaine, M. Powell, va prendre des décisions en augmentant les taux d'intérêt. Ce qui fait que, naturellement, que le dollar américain va prendre de la valeur ou va s'apprécier tout simplement. Alors, si nous prenons par exemple le cas d'un jeune Congolais, une Congolaise qui est ici au pays, qui économisait, on va dire, par mois $1. Si je ne me trompe pas, il y a plus ou moins presque 4 ans cela en arrière, $1 valait 1600 francs. Ouais. Mais actuellement, le dollar vaut combien? Il vaut 2700 francs. Ça veut dire que si cette personne économisait pendant 3 ans de suite, en fait, il faudrait qu'il rajoute plus ou moins $1100, enfin 1100 francs de plus pour avoir son fameux $1. Donc d'où on dit l'économie sur le court terme, ça va, mais sur le long terme, ce n'est plus valable parce que le dollar d'il y a 4 ans ne vaut plus le dollar d'aujourd'hui en fait. Donc ça peut changer. Ça peut changer. Tout dépend justement de la situation économique du pays en fait. Donc, étant donné que nos banques centrales ne prennent pas de décision pour lutter contre cette inflation, ce qui fait que le dollar américain prend de la valeur, mais que le franc congolais reste stagné, et c'est ce qui donne cet effet que nos frères n'arrêtent pas de dire que le coût de la vie devient de plus en plus cher en fait. Et c'est ça en fait. C'est ça le problème. Mais alors emprunter aussi, c'est aussi une solution pour bien faire aussi des dépenses? Oui, mais le problème c'est que nos citoyens ont un problème avec les banques. C'est qu'ils disent que les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés. Et en fait ça c'est un problème parce que premièrement nos citoyens n'ont pas encore une bonne approche par rapport aux banques. Dès qu'ils sont payés à la fin du mois, on peut faire un tour ici dans les boulevards du 30 juin, même dans tous les quartiers de Kinshasa. Vous allez voir que le 30 juin, 30 mai ou quoi, il y a des files interminables devant les banques. Les gens veulent retirer uniquement leur argent. Ben, c'est un problème. Ils ne veulent pas que l'argent reste dans le banque, mais aussitôt que l'argent est entré, l'argent sort. Et c'est un problème très sérieux. Parce que le problème, c'est que entre-temps, les caisses des banques restent vides, entre guillemets, mais ça ne permet pas aux banques de pouvoir établir un profil de client. Ouais. Donc, on va prendre la situation. C'est comme si, on va dire, vous êtes là, et un étranger rentre ici et vous demande de lui prêter $100. Ben, vous ne le connaissez pas. Ouais. Il n'y a pas de relation établie entre lui et vous. Vous allez peut-être prêter $100, mais avec des taux assez élevés. À partir du moment où cette personne respecte votre engagement, vous rend votre argent, prochainement, vous pouvez prêter peut-être un peu plus, mais diminuer peut-être des taux, parce qu'une certaine relation de confiance est créée entre lui et vous. C'est exactement comme ça que les banques marchent en fait. Mais les gens ont comme l'impression que nos banques ne fonctionnent pas de cette manière-là. Mais parce que les gens n'ont pas beaucoup de comptes bancaires. Les gens préfèrent circuler avec l'argent en cash. On le voit ici au Congo, les gens aiment beaucoup l'argent palpable en main. Mais quand tu leur parles des banques, comme je dis, c'est que eux, pour eux, ils pensent qu'une banque, c'est juste un endroit où on dépose de l'argent et puis on le retire. Donc c'est comme si on faisait de la thésaurisation, seulement on garde et puis et je viendrai prendre un peu. Oui. Exactement, dès que c'est payé, je retire mon argent. Mais du coup, il n'y a pas de profil bancaire, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu fais avec ton argent. Et la banque ne parvient pas en fait à savoir comment tu gères même ton argent. Oui. Donc c'est par rapport à ça que les banques se disent, s'il n'y a pas de profil bancaire, cette personne n'a peut-être pas d'éducation financière tout simplement. Mais quel est l'avantage maintenant pour les clients de laisser son argent dans les banques? Premièrement, c'est qu'à partir du moment où son argent reste dans les banques et qu'il utilise son argent petit à petit, disons, on va dire qu'il a $1000 par mois, et puis chaque mois, on va dire, il paye par virement bancaire, je donne un exemple, peut-être $200 un loyer, puis facture électricité, c'est que la banque voit quelle est en fait la dynamique de ce compte. Donc du coup, la banque peut directement faire une simulation du niveau d'emprunt. Okay. S'il vient par exemple demander $10 000, on sait savoir, oui, généralement il a plus ou moins $500 qu'il laisse de côté, donc il peut rembourser les $10 000 sur peut-être 5-6 années avec un taux d'autant. Mais les gens considèrent que les conditions, les critères sont très drastiques et qui ne peuvent pas arriver à faire de l'emprunt ou avoir de crédit. Et je le dis aussi de manière aussi ouverte qu'il y a aussi une volonté aussi de l'international d'étouffer, on va dire, le commerce congolais. Mais le problème, comme je le dis aussi, c'est que
c'est le fait aussi que les Congolais ne veulent pas ouvrir des comptes bancaires, ça ne facilite pas aussi la tâche en fait. Ok, ça ne facilite pas la tâche, mais il y a aussi un souci, c'est qu'on constate une faible pénétration de banques d'épargne et de crédit en République démocratique du Congo. Est-ce que cela peut constituer aussi un frein pour le développement économique et financier? Bien sûr, mais comme on le dit, c'est que nous sommes dans un territoire dans lequel juste Kinshasa, on respecte tout notre pays, mais là on va parler de Kinshasa, est un pays habité de 20 millions de personnes. Ça veut dire qu'il y a minimum 20 millions de dollars qui circulent par jour sur Kinshasa. Vous vous rendez compte des montants desquels nous parlons? C'est énorme, juste par la population. Mais ces 20 millions ne sont pas... Si on considère qu'un Congolais vit avec $1. Avec $1. Donc il y a 20 millions qui circulent par jour. Mais ces 20 millions sont juste dans la rue. Et naturellement, on comprend beaucoup mieux pourquoi. Parce que beaucoup de personnes ne veulent pas qu'on retrace justement leurs activités financières. Donc ils préfèrent que ça circule de main en main. Donc on comprend qu'il y a beaucoup de blanchissement d'argent, c'est dans les rues. Alors que les banques sont censées justement faire ce qu'on appelle une traçabilité et vérifier que l'argent provient vraiment d'un commerce qui est tout à fait équitable. Mais qu'est-ce faut-il, d'après vous, faire pour qu'il y ait une forte pénétration de banques d'épargne et de crédit? Il faut, comme je dis, c'est que dès les écoles, c'est qu'il faut enseigner à nos enfants quelle est réellement l'utilité d'une banque. Au-delà de simplement déposer de l'argent dans une banque, la banque a plusieurs aspects. Aujourd'hui, dans le monde entier, les banques sont ce qu'on appelle des banques d'investissement, dans lesquelles les gens déposent des millions pour investir en bourse, dans les actions. Mais nous, ici, on n'a même pas accès à ce genre d'informations. C'est que les gens ne savent même pas qu'est-ce que c'est même une action. D'où là, on en parlait même en privé, on disait, mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous avons des matières premières telles que le coltan, qui fait la joie du monde avec les iPhones, mais pourtant il n'est pas coté en bourse. Alors que le Congo devrait logiquement avoir une société officielle qui cote justement le coltan en bourse, étant donné que c'est une matière qui est très rare, enfin très recherchée pour créer nos smartphones. Mais ça, c'est vraiment encore très difficile. Mais lorsque les gens sont découragés par les conditions, est-ce qu'il ne faut pas penser à le rendre plus souple pour attirer encore plus de clients? C'est aussi une solution. Il faut d'une manière ou d'une autre réussir à attirer les clients. Il faut que, on va dire, la classe moyenne puisse commencer à avoir de plus en plus confiance. En fait, comme je dis, c'est l'approche par rapport vraiment à l'argent et les banques qui n'est pas la bonne. C'est qu'ici, on a vraiment l'habitude de tout avoir en cash. Je vous dis, en Europe, on voit rarement l'argent dans les rues. L'argent, les gens ont plus peut-être maximum 20 € dans leurs mains et tout le reste, ils font des paiements par carte, des virements, des transferts instantanés par virement bancaire, on va dire. Mais ici, la mentalité, c'est vraiment les gens veulent être payés en cash. Mais vous ne pensez pas que si en Europe ça marche, c'est plus qu'il y a eu un pouvoir qui met en place des mesures interdisant, par exemple, l'utilisation de monnaies fiduciaires, au-delà, par exemple, de 20 €. Mais si on le faisait, par exemple, en République démocratique du Congo, ne pensez-vous pas que cela pourrait marcher? Non, on migre vers la monnaie numérique. Bien sûr, mais comme dit, moi, je suis convaincu que ça pourrait très bien marcher, mais simplement, c'est que ça compromet les intérêts de certaines personnes qui ne veulent pas marcher selon les lois du pays. Ce pays est un pays de droit, ça... même si nous connaissons l'état de notre pays a des lois. Mais simplement qu'il y a des personnes qui veulent passer au-dessus des lois et donc du coup, naturellement, préfèrent continuer à marcher, on va dire, dans le marché non déclaré, pour ne pas dire au noir, parce que je n'aime pas trop dire le terme marché au noir, étant donné que c'est très péjoratif et c'est racisme d'ailleurs contre notre couleur à nous-mêmes. Oui, oui. Mais voilà, il y a des personnes qui préfèrent passer par des marchés non déclarés pour justement continuer à vivre de manière illégale sur ce territoire. Mais là, la Banque centrale peut s'imposer aussi. Il faut peut-être prendre de mesures, qu'elles soient draconiennes, mais pour... Bien sûr, mais la Banque centrale, le problème, depuis 2007 précisément, on voit qu'il y a une inactivité. On peut clairement le voir. Il y a encore en 2007, lorsque Kabila le fils prenait le pouvoir, $1 valait plus ou moins 300, on va dire 50 francs. Ouais. Aujourd'hui, $1 vaut 2700 francs. Donc ça veut dire que depuis lors, il y a une dépréciation de la monnaie congolaise. Ça veut dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les banques centrales, c'est la preuve à contester, ne prennent aucune mesure pour lutter justement contre la dépréciation de la monnaie congolaise. Et en quoi on peut s'attendre comme conséquence s'il n'y a pas de mesures pour juguler cette inflation? Mais le problème, c'est que la conséquence, elle est claire. C'est qu'on voit tous nos citoyens ici se plaignent du prix de l'eau. Je me rappelle, il y a une époque, l'eau coûtait 300 francs. Aujourd'hui, l'eau coûte 600 francs. Donc, on a doublé en quelques années. Donc, c'est ça la conséquence, c'est que la population en souffre directement. Ça veut dire que la population a de moins en moins le pouvoir d'achat
fait que diminuer. Mais comme annoncé au début de cette émission, donc, il s'agit aussi d'une question très préoccupante, c'est les activités boursières. En Afrique, quelques pays africains, on observe les développements des activités boursières. C'est comme en Afrique australe, on a par exemple 669 sociétés qui sont cotées en bourse en Afrique du Sud, ce qui n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le pays perd en n'ayant pas développé ces activités? Mais c'est un manque à gagner énorme, parce que vous savez, quand une société, on va dire, telle que Apple est cotée en bourse, vous savez combien de millions, voire de milliards de personnes mettent des sommes astronomiques là-dedans pour le développement d'Apple. Mais ça va au bénéfice de qui en réalité? Mais du pays même, c'est-à-dire les États-Unis. Quand on a tendance à dire aux États-Unis que lorsque on appelle ça le S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines, lorsque tout se passe bien pour eux économiquement parlant, ça veut dire que la santé économique du territoire américain se porte bien. Ouais. Donc on peut calquer en fait la santé économique par rapport aux entreprises du territoire. Mais nous, on n'en a pas qui est coté en bourse. Donc ça explique même la situation dans laquelle nous sommes réellement. Alors, qu'il faut-il faire? Il faut mettre en place des activités boursières? Bien sûr. Il est temps que notre pays passe un cap. Et par où ça doit commencer? Ça commence premièrement, le gouvernement doit prendre certaines mesures radicales par rapport même à tout ce qui est les sociétés, etc. C'est-à-dire les sociétés doivent pouvoir déclarer aussi leurs revenus. À partir du moment où les sociétés déclarent leurs revenus, on peut clairement savoir, ok, cette société vaut autant. Et puis on peut voir sur plusieurs années si elle monte ou pas. C'est comme ça qu'on rentre en fait en bourse tout simplement. C'est pas si compliqué pour ça de rentrer en bourse. Et les banques centrales peuvent très bien aussi nous aider justement à rentrer dans ce processus-là. Quels sont le type de sociétés qui peuvent entrer en bourse? C'est les sociétés qui évoluent dans n'importe quel secteur, ou bien on peut dire ce sont les sociétés qui œuvrent dans le secteur minier, ou dans... Ici même au Congo? Oui, c'est ici même au Congo. Je vais par exemple donner un exemple très concret. Nous avons un frère congolais ici qui a créé le téléphone, le Okapi. Okay. Le Okapi est un smartphone congolais, made 100% Congo. Si chaque Congolais avait le patriotisme en lui et achetait son téléphone et non vouloir acheter le téléphone du colon, parce que quand on achète le téléphone du colon, l'iPhone, sachez qu'à ce moment-là, en fait, on est en train d'enrichir les autres. Du coup, l'iPhone prend de la valeur dans la bourse, mais pas l'Okapi. Pourtant, l'Okapi a les mêmes fonctionnalités que l'iPhone. Donc, l'Okapi pourrait très bien monter en bourse à partir du moment où chaque Congolais prendrait la décision, par patriotisme justement, d'acheter l'Okapi. Mais je pense que je pouvais poser cette question bien avant. C'est quoi une activité boursière pour permettre à nos téléspectateurs de bien comprendre aussi, puisque c'est ignoré par un bon nombre de Congolais? La bourse, c'est assez vaste. On entend aujourd'hui tout ce qui est les equities, donc les actions. On entend tout ce qui est par exemple l'échange des devises monétaires, ce qu'on appellerait le forex. On entend aussi tout ce qui est les matières premières telles que l'or et tout. C'est que on va par exemple prendre le euro-dollar, parce que c'est la monnaie, c'est l'actif la plus tradé dans le marché financier. C'est que le euro-dollar, à l'heure à laquelle nous parlons, aujourd'hui je pense que nous sommes le 24, si je ne me trompe pas. Oui. Le 24 mai 2024. Actuellement, l'euro vaut 1,08$, quelque chose comme ça. Okay. Dans la bourse, en fait, nous avons simplement spéculé l'actif soit à la hausse, soit à la baisse. Prenons le cas d'Okapi. Si actuellement un Okapi son marché vaut $10, en fait, on va acheter l'action en espérant que l'action va prendre de la valeur sur le temps. Et donc du coup, à un moment donné, une action Okapi, peut-être sur le temps, vaudra peut-être $1000. À la base, elle avait commencé avec un seul dollar. Okay. C'est ce qui s'est passé avec le Bitcoin, qui valait à la base quelques cents. Aujourd'hui, le Bitcoin vaut 53 000 euros, si je ne me trompe pas, ou 54 000 $, quelque chose comme ça. Et vous avez dit vous êtes trader. Et comment se passe votre activité? Est-ce que vous évoluez dans une structure que vous avez créée, ou bien vous collaborez aussi avec d'autres structures? Non, pas du tout. J'ai travaillé pendant 5 ans dans une banque d'investissement en Belgique. Et c'est là-dedans que j'ai appris justement à approcher premièrement les marchés financiers et juste à comprendre ce que c'est le trading. Donc comme je l'ai dit, c'est simplement spéculer à la hausse ou à la baisse un prix. Et non, je suis totalement trader indépendant, donc je trade pour moi-même à la maison. Et oui, j'ai créé, on va dire, une structure formatrice qui permet justement à tout le monde de pouvoir apprendre le trading, parce que je suis convaincu à 100% que si les Congolaises, on va dire Mwanamboka, toute personne qui est issue de ce territoire, apprenez ce que c'est le trading, je peux vous garantir qu'on n'aurait même pas besoin du gouvernement pour construire notre pays. On pourrait construire notre pays nous-mêmes en moins de 2 ans. Est-ce que vous avez observé que cette activité se développe aussi en République démocratique du Congo? Justement, c'est qu'il y a une ignorance totale sur ce que c'est le trading.
Parce que en fait, souvent on a vendu le trading comme étant une activité qu'il faut faire des hautes études universitaires en économie, alors que c'est archi faux. Ok. Le trading, simplement, c'est l'observation des marchés financiers. Il y a des règles en trading qu'il faut simplement connaître. Mais il n'y a pas un prérequis, il faut quand même un bagage, un soubassement, Pas du tout. un soubassement d'études économiques, par Pas exemple. Du tout. Pas du tout. Tout cela, Je suis journaliste, donc je peux bien aussi... sûr, dans l'un de mes élèves, mon élève d'ailleurs avec qui je parle très régulièrement, c'était un plombier. Il n'avait rien à voir dans tout cela, mais il voulait simplement développer plus d'argent. Et du coup, il est venu me demander de savoir comment on apprend le trading. Et je peux vous garantir qu'actuellement, le trading, c'est aussi son métier de tous les jours. Et vous rêvez un jour aussi voir s'installer, se mettre en place ce type d'activité dans le pays? Bien sûr, j'espère vraiment qu'un jour, que nos frères congolais vont pouvoir développer cette connaissance. Quand on voit aujourd'hui des pays tels que Dubaï, Dubaï aujourd'hui, on est en train de les jalouser, alors que je tiens quand même à préciser que Dubaï, en 60, il n'y avait que du sable. Tandis que le Kinshasa, il y avait déjà des bâtiments. On avait déjà le 30 juin qui était à la Kinshasa. Mais qu'est-ce qui a fait que Dubaï a explosé très rapidement et que nous, on est resté à l'arrêt? C'est parce que, premièrement, ils ont leurs activités telles que le pétrole, mais ils ont eu beaucoup d'investisseurs, notamment des traders, qui ont quitté justement des pays qu'on appelle des enfers fiscaux pour aller vers des paradis fiscaux tels que Dubaï. Donc ces gens gagnent, on va dire, des millions dans les marchés financiers, dans tout ce qui est trading. Ils viennent à Dubaï parce qu'on ne les taxe pas grand-chose. Dubaï leur demande simplement d'investir une boulangerie, une boîte de nuit, et on les taxe uniquement sur cela. Mais les millions qu'ils génèrent sur les marchés financiers, c'est pour eux. C'est pour eux. Donc, essayez d'imaginer avec le Congo, puisque je vous dis que dans le trading, il y a plus ou moins 3,3 trillions de dollars qui circulent par jour. Vous imaginez un peu les chiffres de quoi nous parlons? C'est-à-dire que si vous gagnez ne plus que 1% là-dedans, ça ne change absolument rien à l'argent. Le trading, c'est quoi? Simplement, c'est l'argent fait que circuler. L'argent ne disparaît jamais. Donc, si les Congolais, on parvient à comprendre c'est quoi le système, je peux vous garantir que vous verrez des jeunes de 17, 20 ans dans les rues, millionnaires, ici à Kinshasa. Tony Penoleka, c'est Liwanga. C'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Je dois rappeler que vous êtes un trader indépendant. Vous vivez en Belgique, à Bruxelles précisément, capitale de ces pays. Et vous êtes ici de passage à Kinshasa. Et nous avons bien voulu vous recevoir pour parler de ces questions donc liées à l'éducation financière et aux activités boursières. Je pense que ça fait un plaisir aussi à nos téléspectateurs. Je pense que c'est pas la dernière fois. Nous reviendrons sur ces sujets avec d'autres détails. Et merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés et aussi à vos fidèles téléspectateurs. On se revoit très prochainement.